Tout d'abord, bonne année à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Alexandra Garozzi. Je suis docteur junior dans le service du professeur Lançon depuis novembre 2021. Je travaille entre la conception, consultation du coup et le centre expert schizophrénie, dépression résistante. Du coup, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la schizophrénie résistante. Alors, je commence par une définition. Donc, on parle de schizophrénie donc résistante après 2 séquences de traitement antipsychotiques à posologie et durée suffisante, au moins 6 semaines sans bénéfice thérapeutique. C'est en général à ce moment-là que la clozapine donc, entre en ligne de compte dans les thérapeutiques. Donc, je vais commencer par vous parler d'un patient. Donc, c'est Monsieur G, 32 ans. C'est un patient qu'on a vu au centre expert schizophrénie il n'y a pas très longtemps, c'était vers la fin de l'année. Ce patient, il venait en visite annuelle après 3 ans. Il présentait au niveau de la clinique des symptômes positifs qui étaient persistants. Il avait des idées délirantes qui étaient occasionnelles et des hallucinations acoustico-verbales qui étaient quotidiennes et qui envahissaient quand même une bonne partie de son temps. Au niveau du traitement, donc, il prenait de la clozapine 325 mg par jour depuis plusieurs années. Il rapportait une tolérance qui était quand même assez mauvaise, surtout une très forte sédation, notamment qui s'était majorée en fait dès qu'on avait essayé d'augmenter la clozapine et du coup il avait refusé de l'augmenter plus. Au niveau du dosage de la clozapinémie, on avait donc une clozapinémie qu'on retrouvait donc ce jour-là dans les limites hautes. Et ce patient présentait également un syndrome métabolique persistant, ce qu'il avait depuis le début en fait de sa venue au centre expert. Je vous ai mis donc les critères du syndrome métabolique, il y en a 5, et donc les 3 présentés par le patient, je les ai mis en gras, à savoir que le tour de taille augmenté, donc c'est vraiment le symptôme qu'on voit je vais y arriver, de façon la plus précoce en fait, parce que ça reflète en fait l'augmentation de la graisse périabdominale qui est très inflammatoire, et en général c'est suivi de l'hypertriglycéridémie. Du coup, je me suis intéressée, en fait, j'ai voulu un petit peu voir donc, quelles étaient donc, les nouvelles stratégies thérapeutiques pour du coup, la schizophrénie résistante et quels étaient aussi en fait, les critères quelles étaient les tolérances en fait, des différents traitements et qu'est-ce qu'on pouvait faire effectivement pour lutter contre le syndrome métabolique qui se retrouve donc, chez quand même beaucoup de nos patients. Donc, je me suis intéressée aux antipsychotiques. Pour ça, je me suis donc appuyée sur une méta-analyse qui date de 2019, qui a comparé en fait l'efficacité et la tolérance de 32 traitements antipsychotiques. Donc là, je vous ai présenté d'abord l'efficacité globale. Donc en tête de file, on retrouve la clozapine et en second, l'amisulprine. Donc ensuite, on a l'olanzapine, la risperidone, la paliperidone. En ce qui concerne les symptômes positifs, donc on a l'amisulpride qui arrive en tête et la clozapine donc en 3e position. Ensuite, concernant les symptômes négatifs, on a donc la clozapine en premier. Donc, globalement, si on se réfère à l'efficacité, donc on a la clozapine et la misulprine. Alors, ensuite, concernant donc, les associations de traitements antipsychotiques, quand on associe donc, la clozapine à d'autres traitements, donc, ce qui est l'association la plus étudiée, c'est clozapine-aripiprazole. Sachant qu'on a pu montrer en fait dans les études que l'aripiprazole à 15 mg plus la clozapine, ça avait une efficacité supérieure à la clozapine toute seule. Ensuite, donc on peut penser à une association, même si c'est moins étudié, clozapine-amisulpride, puisque les deux donc, sont les plus efficaces. Globalement, quand on associe donc un traitement à la clozapine, ce qu'il faut essayer de faire, c'est bien sûr éviter d'associer un traitement qui a les mêmes cibles d'action que la clozapine, donc toutes les autres pines, donc kétiapine, olanzapine, et préférer plutôt d'autres traitements. On peut penser à la risperidone, la paliperidone, par exemple. Alors, du coup, dans un second temps, je me suis intéressée au traitement en adjonction, donc au traitement antipsychotique, aux autres traitements psychotropes. Alors, concernant les symptômes positifs, donc, on a pu voir dans une méta-analyse de 2017 donc, qui comparait un peu l'efficacité donc, de 42 traitements. Donc, il y avait des antidépresseurs et des thymorégulateurs notamment. En co-traitement donc, de traitements antipsychotiques. On a pu voir donc, que la lamotrigine et le topiramate avaient une certaine efficacité en adjonction donc, des antipsychotiques sur les symptômes positifs. Donc, je vous ai mis les posologies globalement. Lamotrigine, c'est 250 mg par jour. Topiramate, 400 mg par jour, donc en 2 prises. Ensuite, concernant les symptômes négatifs, donc on a pu voir qu'il y avait des antidépresseurs, donc en adjonction effectivement des antipsychotiques, qui pouvaient être efficaces sur les symptômes négatifs.
Donc, dans cette méta-analyse de 2016, ils ont fait un top 4 donc, que j'ai présenté là. Donc, on a la duloxétine, le citalopram, la fluvoxamine, la mirtazapine. Donc, sachant que la fluvoxamine, il faut faire attention parce que ça entraîne, ça peut monter en fait le taux de clozapinémie. Donc, il faut quand même, ça peut aller assez vite. Et donc, le citalopram, on évite quand même tout ce qui est citalopram et citalopram en général en adjonction des antipsychotiques parce que ça majore le risque d'allongement de QT. Alors ensuite, on a donc l'électroconvulsivothérapie, donc qui a une efficacité sur la symptomatologie globale à moyen terme. Alors ensuite, j'ai regardé donc la RTMS, donc en général, l'indication c'est pour les hallucinations acoustico-verbales donc résistantes. Alors là, j'ai deux résultats en fait de deux méta-analyses, donc qui sont plutôt contraires, mais après donc disons que quand on regarde un peu l'intérieur des deux méta-analyses, on voit qu'en fait il y a ça manque en fait d'essais contrôlés randomisés de qualité. Donc la première méta-analyse disait que donc la RTMS à 1 Hz qui ciblait le cortex temporopariétal gauche avait une taille d'effet modérée sur les hallucinations acoustico-verbales. En fait, quand on regardait de plus près, donc c'était surtout deux essais qui étaient vraiment concluants, et quand en fait on enlevait 3 essais, en fait on avait un résultat contraire. Donc c'était vraiment très influencé par 3 essais. Donc là, on avait 11 essais contrôlés randomisés. Et celle de 2021, donc ça s'intéressait à la TDCS, qui est donc la stimulation transcrânienne continue, et la RTMS. Donc il y avait beaucoup d'essais contrôlés randomisés. On voit 27 par rapport à 2020, il n'y en avait que 11. Tout simplement parce que celle de 2020, en fait, avait des critères très restreints. Donc il fallait que ce soit à la fréquence de 1 Hz, il fallait que ça cible que le temporopariétal gauche. Ensuite, si ma mémoire est bonne, il fallait, oui, c'est ça, qu'il y ait plus de 10 séances aussi à chaque fois, donc ça avait vraiment réduit. Et là, on ne retrouve pas d'effet significatif donc de la TMS ou de la TDCS sur les hallucinations acoustico-verbales, mais les deux méta-analyses s'accordent à dire qu'on manque en fait d'essais de bonne qualité. Donc voilà, il faudrait revoir après plus tard avec d'autres méta-analyses. Alors maintenant, je m'intéresse aux compléments alimentaires et à d'autres traitements, donc qu'on conseille notamment au centre expert que je vais un peu plus détailler. Alors, tout d'abord, la N-acétylcystéine, donc la NAC. Donc, c'est un acide aminé modifié à partir de la cystéine. Une fois dans l'organisme, donc, ça redevient de la cystéine, qui est un précurseur donc, du glutathion, qui est un antioxydant. Donc, c'est un effet antioxydant. Ça permet de diminuer les cyclines pro-inflammatoires et c'est également un modulateur en fait, de l'activité des récepteurs du glutamate NMDA. Donc, dans une méta-analyse de 2020, on a pu voir que l'ANAC avait un effet modéré sur les symptômes négatifs et un effet léger sur les symptômes positifs. Donc, au centre expert, c'est un complément en fait, qu'on recommande globalement chez tous nos patients qui ont une schizophrénie, parce que c'est un complément effectivement qui peut entraîner des bénéfices. Alors, il faut savoir qu'il faut le prendre pendant plusieurs mois avant d'avoir vraiment des effets. Au début, on pensait quelques semaines et en fait, souvent les patients arrêtaient en disant ça ne sert à rien. Et en fait, il y en a qui prennent pendant plusieurs mois et qui nous disent vraiment qu'ils ont des effets notamment sur tout ce qui est concentration, énergie. Et en fait, ça n'a pas d'effet vraiment secondaire notable, donc c'est très bien toléré. Donc, c'est une poudre en général qu'ils peuvent prendre en plusieurs fois au moment des repas. Et en général, effectivement, c'est quelque chose voilà, qui est assez simple à prendre. Et comme c'est bien toléré, les patients en général le continuent. Donc, on a tendance à le recommander à tout le monde. Alors ensuite, la sarcosine. Donc, c'est aussi un acide aminé, donc cette fois intermédiaire donc, entre la choline et la glycine. Donc, ça augmente la quantité de glycine et son action sur les récepteurs NMDA. Donc, ça module également l'activité du glutamate. Et ça peut diminuer la sévérité globale de la schizophrénie. La posologie étant de 2 grammes par jour. Donc, c'est un acide aminé, ça se trouve dans tout ce qui est viande, volaille, les légumineuses également. Mais effectivement, on peut en prendre en complément donc, parce qu'évidemment, dans l'alimentation, on n'en a pas assez. Alors, la L-théanine. Donc ça, c'est également un acide aminé, donc analogue du glutamate, qui se retrouve dans les feuilles de thé vert. Donc, c'est une activité en fait agoniste-antagoniste des récepteurs donc NMDA et AMPA du glutamate. Ça augmente le BDNF dans l'hippocampe, donc qui est un facteur neurotrophique cérébral, donc ça entraîne un effet neuroprotecteur. Et au niveau du glutamate, donc ça peut avoir un effet sur les symptômes positifs. Et son effet analogue du GABA peut entraîner un effet hypnotique et anxiolytique. Alors ça s'est vu dans 2 essais contrôlés randomisés de bonne qualité. C'est vrai qu'on manque encore d'essais dessus, mais voilà, donc on a pu voir quand même que ça pouvait
effectivement avoir un effet, notamment ce qui serait intéressant, c'est au niveau hypnotique et anxiolytique, donc peut-être pour diminuer la consommation d'anxiolytiques chez nos patients. Et la posologie recommandée dans les études, c'était de 400 mg par jour. Alors, les oméga-3, qu'on recommande aussi largement au centre expert. Alors, donc, il y a de l'EPA et du DHA. Alors, pour ce qui est de l'efficacité dans le premier épisode, dans certaines études, on parlait du fait que c'était efficace au début, notamment pour la transition. Et en fait, les données sont contradictoires en fait, dans les essais, finalement. Par contre, ce qui ressort dans les études, notamment dans une méta-analyse de 2021, c'est qu'on a une efficacité légère sur les symptômes positifs et une efficacité donc, modérée sur la psychopathologie générale, donc la PANS. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait diminuer les triglycérides sanguins, donc qui sont élevés dans le syndrome métabolique. Au niveau de la posologie, donc on recommande aux patients qu'il y ait de l'EPA supérieur ou égal à 1 gramme par jour. Globalement, donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas remboursé, donc on recommande d'aller sur les sites de nutrition sportive en fait qui permettent d'avoir effectivement des lots quand même moins chers. Il faut souvent doubler en fait les prises qui sont préconisées, parce qu'en parapharmacie, c'est vrai qu'ils recommandent des prises qui sont assez faibles, donc souvent il faut doubler. Voilà. Ça, il faut le savoir quoi. Et c'est vrai qu'on prescrit ça assez largement aussi, parce qu'effectivement, c'est très bien toléré. Et puis, ça peut entraîner quand même une amélioration au niveau des symptômes. Alors là, donc, c'est traitement autre. Donc, la mémantine. Donc, c'est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA. C'est un médicament qui est utilisé dans la maladie d'Alzheimer, en fait, qui permet de diminuer l'hyperglutamatergie pathologique, en fait, dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ce traitement a été étudié dans une méta-analyse de 2018 avec d'autres traitements anti-Alzheimer, comme les inhibiteurs de la cholinésterase, comme la galantamine, par exemple. Et on a pu voir qu'il y avait une efficacité sur les symptômes négatifs et une amélioration du score MMSE. Et dans les études, ce qui était recommandé, c'est 20 mg par jour. Alors, l'aminocycline, donc ça, c'est encore un autre traitement. Donc, c'est un antibiotique à large spectre qui est en prescription hospitalière, qui en fait a un effet anti-inflammatoire, donc qui diminue la synthèse des cytokines et qui inhibe l'action des cellules microgliales, qui sont des cellules du système immunitaire, du système nerveux central, qui sont apparentées à des macrophages. Donc c'est un effet neuroprotecteur et ça a pu montrer une efficacité sur les symptômes négatifs à des posologies entre 100 et 200 mg par jour dans les études. Enfin, donc la vitamine D, donc qui est une hormone donc, stéroïdienne, qui a un rôle immunomodulateur et qui est particulièrement intéressante en hiver parce que ça protège contre les infections respiratoires hautes. Donc la vitamine D, donc on la dose largement en fait au centre expert. On est très souvent carencé en vitamine D, même dans le sud en fait. On est tous plus ou moins carencés. Et donc on manque quand même d'essais par rapport à la vitamine D, mais il y a quand même une association qui a été retrouvée entre l'hypovitaminose D et donc les symptômes négatifs, dépressifs et anxieux. Donc, globalement, dès qu'on trouve un déficit en vitamine D, on recommande une supplémentation, sachant qu'il n'existe pas de surdosage avec ce qu'on donne en tout cas. Donc, on recommande une supplémentation quotidienne d'octobre à mars. Donc, avant, on recommandait une ampoule par mois. Et en fait, on a vu dans les études que l'absorption était meilleure si on prenait en fait un peu tous les jours. Donc, maintenant, on a recommandé une dose quotidienne. Alors, maintenant, de dernière partie, donc le syndrome métabolique. Donc, d'abord, je me suis intéressée, donc je suis revenue sur la méta-analyse de 2019, en fait, à la tolérance donc, des traitements antipsychotiques, donc ceux qui faisaient prendre le plus de poids. Donc, en fait, donc, globalement, ceux qui font prendre le plus de poids, donc c'est tout ce qui est clozapine, quetiapine, olanzapine, et celui donc, qui fait prendre le moins de poids, donc on a l'aripiprazole. Concernant donc la lutte contre le syndrome métabolique, donc tout d'abord le choix de l'antipsychotique. Donc si l'aripiprazole marche bien, on peut le conserver parce qu'il a un meilleur profil de tolérance. Ensuite, tout simplement, entre guillemets, une bonne hygiène de vie. Donc voilà, ça c'est effectivement ce qu'on recommande à nos patients. Ils se demandent pourquoi on leur recommande un truc aussi simple, mais parce que ça ne va pas toujours de soi. Donc, une alimentation anti-inflammatoire, donc ça veut dire pauvre en aliments ultra transformés, peu d'oméga, enfin éviter tout ce qui est graisse saturée, tout ce qui est oméga 6, tout ce qui est glucides, etc., tout ce qui est fast-food, soda, et plutôt recommander donc le régime méditerranéen, donc qui a montré effectivement une efficacité, une activité donc anti-inflammatoire, et une activité physique modérée, pareil, anti-inflammatoire. Alors, concernant les traitements, on retrouve le topiramate et en seconde intention, donc on a la metformine
qui peut être efficace notamment dans la perte de poids et la prévention de la prise de poids. Et ensuite, on a donc les oméga 3 qui peuvent effectivement diminuer les triglycérides. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis un petit récap à la fin du coup.